L'affaire que je vais analyser ici date de l'été 2020. Alors naturellement, le jugement aux assises vient d'avoir lieu cette année. Elle concerne la mort d'Axelle Dorier, une jeune aide-soignante de 22 ans ayant été percutée par une voiture sous laquelle elle est restée coincée et a été traînée sur plus de 800 mètres. Je ne parlerai pas de cette affaire sous un point de vue politique. J'ai minutieusement étudié le dossier et il sera question pour ma part de traiter cette affaire à travers le droit. Alors juridiquement, qu'est-ce qu'on a dans cette affaire? Déjà, quels sont les chefs d'accusation? Le conducteur, Youssef Tebal, on lui reproche plusieurs infractions ce soir-là, dont un délit de fuite, mais nous ce qui nous intéresse, c'est celle qui a causé la mort d'Axelle Dorier. Alors pour qualifier ce fait-là, on a hésité entre trois qualifications juridiques. Le meurtre, donc l'homicide volontaire, puni de 30 ans de réclusion criminelle, l'homicide involontaire, puni de 5 ans d'emprisonnement, et les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette infraction-là, c'est ni un homicide volontaire ni involontaire. On la retrouve dans le code pénal à un chapitre distinct, donc c'est 222-7. Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle. Mais là, du coup, c'est 20 avec la circonstance aggravante. Mais du coup, qu'est-ce qui la différencie des homicides volontaires et involontaires? Et en général, qu'est-ce qui différencie les homicides? C'est l'intention. C'est pas le résultat c'est le même, c'est la mort. Tout est dans l'intention, la volonté. Dans l'homicide involontaire, on n'a ni voulu son action, ni son résultat. Dans les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, on a voulu son action, mais on n'a pas voulu son résultat. Et dans l'homicide volontaire, donc le meurtre, on a voulu son action et son résultat. Et encore plus grave, dans l'assassinat, on a carrément prémédité son action et son résultat, mais dans ce procès, il n'a jamais été question d'assassinat, on a seulement discuté les trois premières possibilités. Alors laquelle est-ce qu'on retient finalement et pourquoi? Ça c'est le jury qui a le dernier mot dessus. Mais avant de voir tout ça, le passager alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Le passager, Mohamed Amin Yeloul, il comparait pour un chef d'accusation non-assistance à personne en péril. Donc là c'est un délit, c'est pas un crime. Pour l'accuser d'un crime, il aurait fallu établir une complicité sur le fait principal qui est un crime. Exemple, je suis avec mon pote, on s'embrouille avec quelqu'un, je sors un poing américain, je le donne à mon pote, je lui dis arrache-lui la tête. Donc il lui arrache la tête et le pélo il meurt. Du coup, mon pote, il va être jugé pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et moi, je serai jugé pour ce même fait-là, puisque c'est moi qui lui ai fourni l'arme, je suis complice. Le complice est jugé comme auteur. Donc, on risque la même peine. Là, avec Yeloul, c'est pas le cas. Lui, il est jugé pour une infraction distincte. On a un fait principal qui a causé la mort d'Axelle et un autre fait qui a été une non-assistance à sa personne. Pour résumer, le passager, Mohamed Amin Yeloul, il encourt 5 ans d'emprisonnement pour non-assistance à personne en péril. Et le conducteur, lui, il encourt 20 ans de réclusion criminelle pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais il peut aussi être jugé pour homicide involontaire, donc 5 ans d'emprisonnement, et dans le pire des cas pour lui, 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu de meurtre, il faut avant tout mettre les faits sur la table. On ne parle pas d'un résumé des faits, on parle de faits détaillés qui ressortent d'un procès avec des témoignages, des interrogatoires, mais surtout des rapports d'expertise, d'un accidentologue, d'un médecin légiste, mais également de psychiatres ayant décrypté les profils psychiatriques des deux accusés. Le procès nous est retranscrit dans la presse, notamment dans Le Progrès, par Jérôme Morin et ses collègues qui ont fait un très bon boulot. Mais d'ailleurs, Jérôme Morin, je sais pas si c'est toi qui as écrit ce passage-là, mais bizarre un peu, hein. Il écrit au sujet d'un des deux accusés: sa chemise bleu marine cintrée fait ressortir ses muscles. En fin de matinée, ce brun avec un dégradé à l'américaine disait faire du sport pour évacuer après le drame. Donc voilà, je sais pas si c'est Jérôme Morin ou Nicolas Forquet qui a écrit ça, mais après, bon, y a rien de gay, hein. T'as le droit de trouver beau le corps d'un autre homme sans que ce soit gay, y a pas de souci. C'est Jean-Claude Van Damme qui le dit. Quand je vois un homme dans une douche qui a un beau corps, je dis il a un beau corps ce mec-là. Je suis homo? Non, je crois pas. Mais j'aime bien les belles choses. Plus sérieusement, dans cette affaire, les accusés sont deux cousins lyonnais de 21 et 19 ans, Youssef Tebal et Mohamed Amin Yeloul. Une nuit d'été 2020, ils ont rendez-vous avec des meufs qu'ils auraient rencontrées sur Snap. Ils montent en ville, capter les meufs en question. Ils sont à bord d'une Loc, une Golf 7 GTI. Et ils vont capter les meufs en question qui sont quant à elles dans une Twingo. Qui montent tous au niveau d'un parc situé sur une colline. Une fois qu'ils sont là-bas, moins de 10 minutes plus tard, la Twingo des meufs, en sortant du parc, elle percute involontairement un chien qui appartenait à l'invité d'une fête d'anniversaire qui se déroulait à côté et qui était organisée par Axelle Dorier et ses frères. Après que le chien ait été percuté, la Twingo elle commet un délit de fuite sur 10-15 mètres. Alors à ce moment-là, les amis d'Axelle ils vont rattraper la Twingo et là ça va partir en embrouille. La conductrice de la Twingo, Émilie, témoigne. Les amis d'Axelle sont arrivés vers la voiture, on a été insultés, ils ont tapé sur la voiture, cassé les rétroviseurs, un a donné un coup dans le pare-brise arrière. Moi, je me suis pris à plusieurs reprises des coups de poing dans la tête. Plusieurs personnes ont réussi à m'extraire du véhicule par la fenêtre. Donc ensuite, ça se calme à peu près. Et nos deux accusés avec la Golf arrivent.
Et à ce moment-là, ça repart en couille. Il y a 5-6 personnes qui ont encerclé la Golf et ça s'embrouille. Que le passager il sort, il rentre, ça s'insulte. D'après le petit ami d'Axel, le conducteur à ce moment-là, il aurait dit je m'en bats les couilles, j'écrase s'il faut. Donc voilà, ça s'insulte, ça va même frapper sur la Golf, sur le pare-brise duquel un impact sera retrouvé. Les amis d'Axel, ils étaient pour la plupart alcoolisés, et les occupants de la Golf, est-ce qu'ils étaient sous shit? La question du shit, si on considère qu'ils étaient arrachés ce soir-là, d'un point de vue juridique, ça aurait joué contre eux. C'est une circonstance aggravante que d'être sous shit. Du coup, quand t'as une altération du discernement, mais que c'est toi qui t'es mis volontairement dans cette situation, même si tu te rends pas forcément compte de tes actes, t'en es quand même responsable pénalement. Ça, c'est juridiquement. Mais étant donné qu'on est dans une cour d'assises, moralement, ça aurait pu convaincre le jury qui se rendait pas compte qu'il y avait un corps sous la voiture sur les 800 mètres. Et pendant l'embrouille avec l'attroupement, il y a quelque chose à noter, c'est que le conducteur dit « Laissez-nous passer, il faut qu'on parte parce qu'on est chargé ». Donc ça, comment est-ce que ça a été interprété? Personne n'a pu l'interpréter. Alors on a demandé à l'accusé lui-même, et il a affirmé que c'était pour faire croire qu'il avait une arme pour qu'on le laisse partir. Alors, je suis chargé, en langage de Ratus, ça veut dire j'ai des trucs sur moi. Ça veut plus dire j'ai du shit sur moi. Si on voulait dire je suis armé, on aurait plus dit je suis équipé. Donc pour moi, je suis chargé, ça veut dire j'ai du shit sur moi. Mais de toute façon, pendant le procès, quand on va dire au conducteur que des cannabinoïdes ont été retrouvés dans son sang, il va dire qu'il n'est pas un fumeur régulier et qu'il n'avait pas consommé le soir avant les faits. Et qu'il avait consommé la veille. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne est testée positive au cannabis, il n'y a aucun moyen de savoir exactement de quand date la consommation. Pour continuer sur les faits, pendant l'embrouille, la Golf elle va d'abord percuter une personne, Hugo, pendant une marche arrière, et ensuite arrive le second moment le plus important, celui où Axel est percuté. On verra le moment le plus important juste après. Je rappelle évidemment que dans un tel procès, on a des expertises judiciaires. La parole qui aura le plus de valeur aux yeux du jury, c'est celle des experts. Et aux yeux de tout le monde d'ailleurs, également à mes yeux, ils le méritent. Donc il y a toujours du monde autour de la Golf, et c'est là qu'intervient une des participantes à la fête qui n'est autre qu'Axel Dorier. D'après l'expert en accidentologie, Pierre Marmette, Axel se présente devant la voiture, qui s'arrête, elle pose son pied sur le capot moteur. Là il y a des témoignages qui auraient entendu Axel dire « Personne ne part d'ici tant que la police n'est pas arrivée ». Et à ce moment-là, le conducteur il va faire rugir le moteur, klaxonner. Puis donc d'après l'accidentologue, le conducteur accélère, Axel tombe sur le capot, le conducteur s'arrête, Axel essaye de se relever. La voiture avance, et comme elle a 2 roues sur le trottoir, elle est surélevée. Axel, qui se trouve au niveau du caniveau, est engagé sous la Golf. Son blouson s'accroche au châssis de la voiture descend du trottoir. Le corps d'Axel se comprime entre le sol et la voiture qui va avancer par saccades et en faisant des soubresauts. Parmi les meufs de la Twingo, elles connaissent ni les accusés ni la victime. Il y en a 3 qui témoignent à ce sujet-là. Donc Émilie, la conductrice, va dire « Il pouvait tout à fait contourner Axel, il avait la place de passer à côté d'elle et pas sur elle. » Donc là, ça sent la merde pour les accusés. Mais après, elle va dire « Il regardait les vitres, les personnes à côté de lui. Pour accélérer, il fallait qu'il regarde en face. » Donc voilà, j'ai pas besoin de préciser qu'un témoignage comme celui-là, ça te sort de la merde. Mais elle dit quand même que Axel était debout au deuxième coup d'accélérateur. Jana, une autre occupante de la Twingo, va dire quant à elle qu'elle ne pense pas qu'Axel eût été visible au deuxième coup d'accélérateur, parce qu'elle ne s'est pas relevée beaucoup. En tout cas, il y a une chose qu'elles disent toutes les 3, donc Emily, Jana et une autre occupante, Jessica, c'est qu'il a dû paniquer, il y avait des gens autour qui tapaient sur le véhicule, quand on se fait encercler comme on me l'a fait, c'est impressionnant, il a dû avoir peur, etc. Des témoignages comme les leurs, ça peut faire basculer le cours du procès. Pourquoi? Parce que leur parole, elle a aussi énormément d'importance pour le jury, puisqu'a priori elles sont objectives. Donc ensuite, on peut aborder donc le moment le plus important, le parcours de la Golf sur les 800 mètres. L'expert en accidentologie et les policiers chargés de l'enquête constatent qu'au bout de 500 mètres, la voiture s'arrête puisqu'il y a une flaque de sang à cet endroit-là. Et avant qu'il y ait la flaque de sang, les traces se dédoublent, ce qui veut dire que la voiture s'arrête au bout de 500 mètres, qu'elle fait une marche arrière et puis qu'elle repart et continue encore sur 300 mètres. L'expert affirme que les accusés auraient pu voir les traces de sang à ce moment-là, lors de la marche arrière. La défense dira à ce sujet-là que les sièges du conducteur et du passager étaient trop bas pour qu'ils puissent voir. Le conducteur dira « ma vision n'était pas par terre ». Et l'avocat d'ailleurs il parlera de la couleur du sang et de l'horaire nocturne. Et avant l'intervention de l'expert en accidentologie, il y a celle d'un médecin légiste, le docteur Fabrizi. Mais d'ailleurs, pendant la lecture de son rapport, le président il va demander à certaines parties civiles de quitter la salle. Et effectivement, il aura raison de le faire puisque le rapport est assez violent. D'après le docteur, Axel a été traîné la face antérieure du corps frottant contre la chaussée, le corps s'étant attaché à la voiture par les vêtements au niveau du dos.
Ce qui a causé sa mort est la mise à nu du cerveau par frottement et les multiples lésions extérieures. Le président lui demandera d'évaluer la douleur d'Axelle sur une échelle de 7. Il l'évaluera à 7 sur 7 à ce moment-là. D'après son analyse, elle n'est donc pas morte instantanément. À travers l'autopsie, il n'a relevé aucun élément qui attesterait d'une perte de conscience immédiate. Si le corps s'était détaché dans les 100 premiers mètres, il y avait toutes les chances qu'elle survive d'après lui. Dans leur interrogatoire final pendant le procès, le passager dit « On sentait qu'il y avait une gêne, on a directement pensé à quelque chose au niveau du moteur, de la jante, des pneus, parce que le trottoir était assez haut. À aucun moment on s'est dit que c'était un corps qui était en dessous de la voiture. » Pour reprendre le fil de l'histoire, la Golf au bout des 800 mètres, elle vient se garer sur un parking. À cet endroit-là, il y a des images de vidéosurveillance qui ont pu être capturées et elles vont montrer que la voiture faisait des soubresauts, comme l'a dit l'expert. Ensuite, elle se gare sur un parking sur lequel elle reste pendant un petit moment, pendant lequel d'ailleurs il y a une voiture de police qui va passer, qui va les suspecter mais ne va pas les contrôler. Ensuite, la voiture fait une manœuvre en marche arrière, c'est à ce moment-là que le corps d'Axelle se décroche, puis elle repasse par-dessus et sort du parking. Alors, ce moment-là, il est délicat pour deux raisons. Déjà parce qu'en sortant du parking, la voiture repasse sur le corps. À ce sujet-là, les accusés diront qu'ils n'avaient toujours pas conscience de la présence d'un corps en dessous de la voiture à ce moment-là et qu'ils s'en rendront compte pour la première fois justement en sortant du parking en regardant dans le rétroviseur. La deuxième raison pour laquelle je dis que c'est délicat, c'est parce qu'il y a une histoire d'ADN d'Axelle retrouvée sur la chemise du conducteur d'après une experte en biologie. Donc là, on a deux possibilités. Soit ils sont entrés en contact à un moment donné avec le corps d'Axelle, donc la fois où ils sont potentiellement sortis du véhicule, c'est quand ils étaient garés sur le parking. Soit c'est tout simplement des traces de sang qui étaient en dessous de la voiture et qui sont retrouvées sur la chemise du conducteur une fois qu'ils sont rentrés dans leur commune à Mézieux et qu'ils ont regardé en dessous. Donc après les faits, ils prennent la route et rentrent à Mézieux. Là-bas, ils vont se concerter et 2 heures après les faits, se livrer au commissariat où ils seront gardés à vue et placés en détention provisoire en attente du jugement en ce qui concerne le conducteur et sous contrôle judiciaire en ce qui concerne le passager. Donc cette intention-là, l'élément moral comme on dit, il faut le prouver. Est-ce qu'ils voulaient percuter Axelle et est-ce qu'ils étaient conscients d'avoir un corps sous la voiture pendant les 800 mètres? Alors pour y répondre, après avoir vu les faits, ce qui était le plus important, on peut maintenant passer rapidement sur les 2 derniers jours du procès où on a l'interrogatoire des 2 accusés, les plaidoiries des avocats, les réquisitions de l'avocat général. Mais avant ça, il y a des experts qu'on n'a pas cités, les médecins psychiatres. Les médecins psychiatres, ils sont chargés de réaliser un décryptage des profils psychiatriques des accusés. Alors se pose alors la question de l'altération ou de l'abolition du discernement. En droit pénal, ça c'est très important, puis même en droit civil d'ailleurs, ça peut faire annuler un contrat. En ce qui concerne le droit civil et en droit pénal, ça peut rendre une personne irresponsable de ses actes. Alors c'est quoi le discernement? J'en parlais tout à l'heure, c'est la faculté de comprendre la portée de ses actes. Et du coup, quand on a une abolition, une altération, par exemple, je dis n'importe quoi, imaginons, on a un mec, il a grandi dans une famille de zoophiles. Toute son enfance, il a vu des trucs bizarres, il voyait des gens baiser des animaux. Donc là maintenant, il est grand, il se balade dans la rue, et il voit un âne dans la rue. Donc il colle, il prend un rocher, et il fracasse quelqu'un. Il avait une altération du discernement à ce moment-là, donc il sera peut-être irresponsabilisé pénalement. Là, dans ce procès, c'est pas le cas. En ce qui concerne notre affaire, les psychiatres, ils vont pas relever d'altération du discernement, mais le docteur Lasserre, il parle d'une emprise, une force liée à l'attroupement menaçant autour du véhicule, avec notamment le pare-brise étoilé, provoquant une anxiété et la prise de décision anticipée de quitter les lieux. Et il parle également d'une espèce d'hypervigilance avec une réduction du champ visuel. Et il va dire plus généralement par rapport aux 2 accusés qu'ils devaient prendre une décision rapidement par rapport au stress aigu qu'ils étaient en train de vivre et qu'ils ont trouvé cette solution rapide. Il ajoutera cependant, mais on a toujours le choix. Et le second psychiatre, le docteur Meunier, il va relever des symptômes de stress post-traumatique au sujet du conducteur qui font suite à un accident routier qu'il aurait eu auparavant et qui aurait donc lors de la nuit des faits suscité des effrois chez ce dernier, une première fois où il se sent attaqué par la foule et une seconde fois au moment où il voit le corps d'Axelle. Il ne va pas relever de force ou de contrainte contrairement au premier psychiatre, mais il pense tout de même qu'au moment des faits, au moment de ce qui s'est passé, le conducteur était dans un état de terreur extrême avec une possible vision tunnel. Et on a également l'expertise d'un psychologue et criminologue, Patrick Dessèze. Il constate que de nombreux mois après les faits, le stress post-traumatique du conducteur, dû à la nuit des faits cette fois-ci, pas à l'accident de scooter, il se manifeste par de nombreux sentiments chez le conducteur, mais le psychologue indique, attention, un élément important, que s'il avait eu conscience de traîner le corps d'Axelle Dorier sur plus de 800 mètres, son stress post-traumatique serait différent. Il aurait par exemple une tristesse qu'il n'a pas. Les expertises des psychiatres et psychologues sont donc globalement avantageuses pour les accusés. Mais pendant son interrogatoire, le conducteur, il va dire une connerie. Donc son propre avocat lui dit «
On sait que c'est pas Axel personnellement que vous visiez, mais en partant, vous fauchez quelqu'un. Il répond, la vision que j'ai devant moi, c'est Clément. Clément, c'est le petit ami d'Axel. Son avocat lui demande, ça veut dire que c'est Clément que vous vouliez faucher? Il répond, c'est ça. Donc là, juridiquement, c'est vraiment la merde. Il y a un adage du droit romain, aberratio ictus, coup qui n'atteint pas le but visé, s'il est porté en acte de violence envers une personne mais en atteint une autre, il engage la responsabilité de son auteur. Et l'avocat général, dans ce procès, j'imagine qu'il a dû se servir de ce principe-là. L'avocat général, c'est un peu le procureur de la cour d'assises, donc c'est l'accusateur. Il affirme à propos de l'action de Youssef envers Clément, il dit vouloir le renverser avec une voiture à pleine balle, ça c'est un meurtre. Et la prise de parole de l'accusateur, forcément, elle a une influence sur la décision du jury. Évidemment, il y a aussi les plaidoiries des avocats qui influencent le jury. Mais on va pas citer les plaidoiries des avocats, déjà parce qu'on n'a pas le temps, mais surtout parce que c'est moi qui vais être le plus grand avocat de France, et nous on suce personne. Non, je rigole, je vais quand même citer un extrait de chacun. Je vais d'abord citer un extrait de Maître Versini Bulara, l'avocat de la famille Dorier. Dès le départ, il y avait des soubresauts. Le corps d'Axel gênait la vélocité du véhicule. Pauvre Axel, on s'est demandé ce que c'était, hein. On a tout eu. La jante, le pare-choc, pourquoi pas une poubelle tant qu'on y était. Alors on s'arrête à 400 mètres pour se débarrasser de ce gravat. Il se passe 56 secondes à attendre quoi? Le déluge? On ne sort pas, on ne regarde pas sous la voiture, c'est encombrant qui peut gêner. On s'en moque, on recule et on repart. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que dès le départ il savait que c'était Axel Dorier. Alors oui, il y avait la peur immonde de voir ce corps martyrisé, de voir l'horreur. N'importe qui n'aurait pas eu le courage de sortir pour vérifier. Et enfin, la parole est à la défense. Dans les plaidoiries des avocats, on est en général sur des discours qui sont beaucoup dans la persuasion, c'est-à-dire qu'on va essayer de toucher le jury par les sentiments, mais évidemment, il y a aussi des éléments juridiques, tangibles qui sont donnés. Le conducteur, il a deux avocats, on va citer un extrait de chacun. Donc, Maître Metaxas, qui dit « Ça ne s'appelle pas un meurtre. Est-ce qu'il a vu Axel? C'est vrai qu'elle est devant lui. Quand il met le deuxième coup d'accélérateur, elle n'est plus dans le champ de vision. » Et le second avocat, Maître Bencharif, « Le doute profite nécessairement à l'accusé. Si vous pouvez penser que dans l'esprit du Youssef Tebal, il n'y a pas ce résultat recherché de la mort d'Axel Dorier, il ne faut pas prononcer cette condamnation pour meurtre. » Les jurés doivent alors délibérer. Ils sont emmenés à répondre à 12 questions dans une salle de délibération, dont les trois plus importantes sont « Youssef Tebal a-t-il volontairement exercé des violences sur Axel Dorier? Avait-il l'intention de donner la mort à Axel Dorier? Et Mohamed Yeloul s'est-il volontairement abstenu de porter assistance à personne en péril? » Ils répondront oui, non et oui. Enfin, pour la dernière réponse, on s'en fout un peu, puisque c'est pas le jury qui décide pour les délits, il décide seulement pour les crimes. Le conducteur Youssef Tebal sera condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il sera acquitté du chef de meurtre, et ayant été placé en détention provisoire après les faits, il purge actuellement sa peine de réclusion criminelle depuis 3 ans. Concernant le passager, Mohamed Amin Yeloul, il écopera de la peine maximale de 5 ans d'emprisonnement dans 2 ans ferme pour non-assistance à personne en péril. Il n'y aura pas de mandat de dépôt, sa situation professionnelle et étudiante lui permettra de purger sa peine sous forme aménagée. D'ailleurs, le passager, il était dans le même lycée que moi. Donc forcément, on a des connaissances en commun, mais lui, c'était pas mon pote. Je lui ai même jamais parlé. Et de toute façon, il vient d'un quartier qui est ennemi avec mon quartier à moi, donc c'est un peu l'eau de mes yeux, donc j'ai aucune raison de le défendre. Je suis complètement objectif. Le fait est que pour imputer à quelqu'un l'infraction de quelqu'un d'autre, il y a un certain nombre de critères à réunir. J'en aurais parlé avec plaisir, mais on n'a pas le temps, je mettrai ça dans la description. Et concernant l'infraction principale, c'est le sujet justement, et la question du meurtre, elle a été posée. C'est un jury populaire qui a tranché. Je m'en suis tenu aux faits, et bien mieux que des simples faits, je vous en ai fait une analyse juridique. Ce qui est politique, c'est l'interprétation des faits. Ce qui est factuel, c'est factuel. Moi, je ne vous ai livré que les faits, et rien que les faits, l'interprétation des faits, elle vous appartient. Moi, personnellement, la mienne, je la garde pour moi. Il faut toujours distinguer les faits de leur interprétation. Les faits sont les faits, leur interprétation sont tout autre chose. Moi, je ne fais aucune conclusion à ce sujet-là. Je vous laisse ce soin-là. Il a écrit ça comme si c'était un passage et c'était un élément clé du dossier. Genre. Je rigole, hein, Jérôme Morin, j'ai compris pourquoi t'as écrit ça, mais bref.